lorsqu'on a commencé à bombarder les atomes avec d'autres particules, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui se passaient. Et en particulier, qu'on était capable d'arracher des particules bien plus petites et bien plus légères que l'atome lui-même de l'atome. Et cette première particule qu'on a identifiée, c'est bien sûr l'électron. Quand on bombarde d'une certaine manière, avec une certaine énergie, les atomes, eh bien, on est capable d'arracher des électrons. Et si vous regardez des livres d'histoire des sciences ou certains films qui le racontent, eh bien, vous verrez que très vite, on a été capable de mesurer la charge de ces particules et ensuite même leur masse. Pourtant une masse extrêmement légère, mais on a été capable de le faire dans des appareils qu'on appelle des spectromètres de masse. Donc dans un premier temps, dans ces études, les gens étaient capables de mesurer le rapport charge sur masse de ces petites particules qui sortaient en fait de la matière dans des expériences de bombardement. Donc ça s'appelle l'électron, et on en a conclu très vite que cette particule, qui faisait partie donc de l'atome, devait être quelque chose qui était assis en surface de cet atome, puisque c'est quelque chose qui partait en premier. Cet atome, je le bombarde, et j'arrache des particules négatives. Okay, donc, comme un atome c'est neutre, logiquement, les physiciens se sont dit, il doit y avoir quelque part des charges positives dans l'atome. Non? Parce qu'on arrache des charges négatives, donc, comme l'atome est neutre. Et donc on s'est dit, elles sont où les charges positives? Donc pour faire ça, on a bombardé encore autrement des atomes, et des atomes relativement lourds, comme l'or. On les a bombardés avec ce qu'on appelle la particule alpha. C'est en fait le noyau de l'atome d'hélium. Donc c'est le schéma qui est représenté ici, l'expérience de Rutherford, 1911. Si vous faites ça, c'était une grande surprise à l'époque pour les physiciens, on se rend compte que les particules alpha traversent en grande partie les feuilles d'or comme si elles n'étaient pas déviées. Alors qu'on s'attendait à ce que les particules alpha, qui sont un autre noyau d'atomes, rencontrent les noyaux des atomes d'or et qu'il y ait des interactions très fréquentes. Or, le nombre d'interactions, le contact de ces particules alpha avec le noyau représenté ici était statistiquement très très faible. Et donc ils en ont conclu que le noyau, en comparaison de la taille de l'atome, était quelque chose qui était extrêmement petit. D'accord ? Donc ça, c'est une notion importante que vous devez avoir. Et effectivement, par des mesures et des simulations et les théories qu'ils ont mis en place à ce moment-là, eh bien, on pense aujourd'hui que ce noyau est à peu près 10 000 fois plus petit que le rayon de l'atome. Alors on définira ensemble ce que c'est un rayon de l'atome, mais dans un premier temps, vous imaginez que le cortège électronique, donc les électrons, forment une espèce de surface de l'atome, et la surface, vous imaginez une sphère, c'est la dimension de l'atome. Et le noyau, il est au milieu à peu près, et il est extrêmement petit, à peu près 10 000 fois plus petit. Pourquoi c'était une grande surprise? C'est parce qu'on avait une idée de la masse des atomes à l'époque des expériences de Rutherford, et on avait auparavant mesuré les masses des électrons. Et on s'est dit, mais les électrons, ça ne représente pas grand-chose pour la masse globale d'un atome. Et on s'est dit, donc la masse, elle doit être ailleurs. Et donc on imaginait que le noyau de l'atome, ça devait être quelque chose qui était très gros, parce qu'en plus ça contient toute la masse. Or, et c'est ça un des grands mystères de la matière, c'est que la masse de l'atome, 99,9% de la masse, est rassemblée
dans un point à peu près central de l'atome qui est 10 000 fois plus petit que l'atome lui-même. C'est quand même incroyable, non? Oui ou non? Ça veut dire, hein, si nous étions capables d'aller voir, hein, dans les atomes, eh bien, quand vous arrivez au niveau des atomes, vous voyez éventuellement un cortège électronique, et encore, hein, vous allez voir ce cortège électronique, c'est décrit comme des ondes, donc c'est quelque chose de fluctuant, vous voyez. Peut-être par hasard, des fois, vous rencontrez un électron qui traîne par là, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Et après l'électron, eh bien, il faut vraiment prendre les jumelles pour voir où est la masse de l'atome. Alors qu'à notre échelle, la matière, vous voyez, vous dites, c'est dense, hein, d'accord? Oui, c'est plein, quoi. Et vers l'infiniment petit, plus vous allez vers l'infiniment petit, plus la matière a l'air vide. Vous comprenez? Donc c'est quand même quelque chose qui est assez étonnant, assez paradoxal. Dans ce noyau, les premières particules qu'on a quand même détectées par ces expériences de Rutherford, c'est effectivement des particules qui avaient une charge positive. Et il y avait, pour un atome neutre, autant de charges positives dans le noyau qu'il y a d'électrons dans le cortège électronique. C'est la raison pour laquelle l'atome est neutre. On s'est rendu compte qu'il y avait d'autres particules dans le noyau, mais c'était les plus difficiles à détecter parce que ces particules supplémentaires n'ont pas de charge électrique. Et c'est pour ça qu'on les appelle des neutrons. Et d'un point de vue massique, les protons et les neutrons ont pratiquement la même masse. Et on verra que pour les premiers éléments de la classification périodique, hélium, lithium, beryllium, etc., au départ, il y a toujours à peu près le même nombre de protons que de neutrons, et plus les noyaux deviennent gros, hein, plus on avance vers l'or, l'uranium, plus le nombre de neutrons devient important. Oui, et il dépasse même ensuite le nombre de protons. Et on en discutera tout à l'heure. Donc la première vision que vous devez avoir de l'atome, c'est bien celle-là. Finalement, ce n'est pas un objet insécable, puisqu'on peut aller voir de quoi il est constitué. Il est constitué d'électrons qui sont chargés négativement et dont la masse est très très faible en comparaison de la masse de l'atome. Et toute la masse est réunie dans un point extrêmement petit au milieu de cet atome. Et ce point, qui contient toute la masse, possède des protons et des neutrons. Et donc la somme proton-neutron forme toute la masse de l'atome à 0,01% près. Okay, c'est ce qu'on appellera, vous verrez tout à l'heure, le nombre de masse.